À Jérusalem, nous sommes en ligne en direct avec notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier, Boker Tov. Malgré l'accord signé entre les États-Unis et l'Iran, Benyamin Netanyahou reste ferme sur le Liban. Oui, Lana, le Premier ministre a réaffirmé qu'Israël ne renoncerait pas à ses lignes rouges et maintiendrait sa présence dans la zone de sécurité au sud Liban. Selon lui, cette présence reste indispensable tant que le Hezbollah ne sera pas retiré du nord du fleuve Litani. Benyamin Netanyahou estime que cette zone tampon est aujourd'hui essentielle pour garantir la sécurité des habitants du nord d'Israël et empêcher le Hezbollah de reconstituer ses capacités militaires à proximité de la frontière. Le Premier ministre a également réaffirmé son engagement à empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire tout en soulignant l'importance de préserver la relation stratégique entre Israël et les États-Unis. Et puis pendant ce temps, les tensions entre Jérusalem et Washington se poursuivent. Oui, en Israël, les responsables politiques ont été surpris par la virulence des critiques du vice-président américain Vance contre plusieurs ministres du gouvernement. Lors d'une conférence de presse, il a reproché à certains membres du cabinet leur attaque contre l'accord en préparation avec l'Iran. Il a également rappelé que l'essentiel des moyens de défense utilisés par Israël provenaient de l'aide américaine, des propos perçus à Jérusalem comme une menace implicite de réduction du soutien militaire. Face à cette offensive, le gouvernement israélien a choisi de ne pas répondre publiquement afin d'éviter une nouvelle détérioration des relations avec l'administration Trump. Et selon le ministre israélien de la Défense, Israël reste prêt à agir seul contre l'Iran. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Israël Katz. Selon lui, Israël est prêt à lancer à tout moment une opération militaire contre l'Iran si cela s'avère nécessaire. Le ministre de la Défense a souligné qu'Israël n'avait jamais demandé aux États-Unis de combattre à ses côtés, que ce soit à Gaza, au Liban ou en Syrie, mais qu'il attendait de Washington son soutien diplomatique. Le ministre de la Défense a aussi insisté sur l'importance de l'alliance avec les États-Unis, rappelant que Donald Trump avait récemment qualifié Israël d'allié modèle. La mobilisation contre la conscription des jeunes ultra-orthodoxes en Israël se poursuit. Et pour la deuxième journée consécutive, des centaines de manifestants Haredim se sont rassemblés devant la prison militaire de Beit Lid pour protester contre l'arrestation de déserteurs de Tsahal à Jérusalem. La manifestation a également perturbé la circulation du tramway près du mont Herzl et le trafic a dû être interrompu sur une partie de la ligne pendant plusieurs heures. Selon les organisateurs, le rassemblement visait à soutenir plusieurs jeunes ultra-orthodoxes emprisonnés pour avoir refusé leur incorporation dans l'armée. Au chapitre diplomatique à présent, c'est une visite historique qui s'est achevée cette semaine en Israël. Celle du président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, qui a effectué la première visite officielle d'un chef d'État de ce territoire en Israël depuis sa reconnaissance par Jérusalem. Au cours de son séjour, il a rencontré le président Yitzhak Herzog, le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar et aussi le président de la Knesset Amir Ohana, ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Moment fort de cette visite, c'est bien sûr l'inauguration officielle de l'ambassade du Somaliland à Jérusalem, un geste hautement symbolique qui confirme le rapprochement entre les deux pays. Et puis les discussions aujourd'hui sont également portées sur des projets très concrets. Oui, puisque Israël souhaite notamment partager son expertise dans les domaines de l'eau avec des technologies de dessalement et de recyclage des eaux usées, un enjeu majeur pour cette région de l'Afrique. Puis la position stratégique du Somaliland à l'entrée de la mer Rouge et du détroit de Bab el-Mandeb intéresse particulièrement Israël dans un contexte de menaces croissantes contre les routes maritimes internationales. Pour Israël, cette visite marque une nouvelle avancée diplomatique en Afrique et l'ouverture d'un partenariat stratégique appelé à se développer dans les prochaines années. Jetons un coup d'œil à présent sur la météo de ce vendredi 19 juin 2026 avec un temps qui sera ensoleillé sur l'ensemble du pays avec des températures de saison. Pas de changements importants prévus. La chaleur restera plus marquée dans la vallée du Jourdain et dans le sud du pays. Les températures prévues
aujourd'hui en Israël, jusqu'à 28 degrés à Haïfa, 29 degrés à Tel Aviv, il fera jusqu'à 25 degrés ici à Jérusalem, 32 degrés à Beersheba et 38 degrés à Eilat. L'accord signé entre Washington et Téhéran suscite de vives inquiétudes en Israël et puis au-delà des questions sécuritaires et diplomatiques, cet accord pourrait avoir des conséquences politiques importantes quelques mois des élections ici en Israël. Benjamin Netanyahou, qui a fait de la lutte contre le programme nucléaire iranien l'un des marqueurs de sa carrière politique, se retrouve aujourd'hui face à un accord soutenu par Donald Trump, son principal allié sur la scène internationale. Pour analyser les conséquences politiques de cet accord et de cette nouvelle donne, nous sommes très heureux de recevoir Dror Even-Sapir, journaliste et analyste politique. Dror, bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kedita. Bienvenue sur Studio Kedita. Bonjour. Bonjour Olivier. Alors, ma première question, quelle est aujourd'hui la lecture dominante de la classe politique israélienne après la signature de cet accord ? Vous trouverez vous ne trouverez pas en fait de membres de la classe politique israélienne pour se féliciter de cet accord, bien évidemment, et quelles que soient les opinions politiques des responsables, quelles que soient les opinions politiques des citoyens, on est tous très très inquiets, puisqu'aujourd'hui on connaît quelles sont les clauses. Alors c'est pas tout à fait un accord d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un protocole d'accord, un accord cadre, donc des grands principes qui sont mis sur le papier et qui devront servir de base de discussion entre Américains et Iraniens. Donc c'est très succinct, c'est formulé en termes très généraux, mais en dépit de cette particularité, eh bien, à la lecture des clauses de cet accord cadre, encore une fois, on ne peut qu'être inquiet par le flou autour du programme nucléaire de l'Iran, puisque l'Iran réaffirme sa volonté de ne pas rechercher l'arme nucléaire. Mais c'est pas nouveau, elle a toujours fait. Simplement, on sait que en coulisses, que derrière les déclarations, les grandes déclarations de principe, l'Iran s'activait pour obtenir l'arme nucléaire. Pas un mot sur le parc de missiles de longue portée de l'Iran, sur son programme balistique, avec un Donald Trump qui affirme hier, c'est proprement hallucinant, que il est plutôt normal que l'Iran dispose de missiles. Quand on est israélien et qu'on écoute le président américain, censé être le plus grand ami d'Israël, s'exprimer de cette manière, on ne peut qu'être à la fois stupéfait et inquiet. Et puis, il y a un autre aspect qui est crucial, ou deux autres aspects qui sont cruciaux et qui vont ensemble. L'argent. Beaucoup d'argent rentreront dans les caisses du régime des Mollahs. Avec le dégel des avoirs qui, lui, est immédiat, la levée des sanctions qui dépend des résultats des négociations pour 60 jours, notamment sur le nucléaire, et puis un programme d'investissement massif dans l'économie iranienne. Tout cela va renforcer le régime des Mollahs et va lui donner une sorte de légitimité internationale. Il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir. Alors, Benjamin Netanyahou a construit une grande partie de son image politique et c'était un cheval de bataille très important pour lui autour de ce dossier iranien. Comme vous le dites, cet accord, en tout cas, ce qui se profile de ce qu'on sait de cet accord et de ce qui a été signé cette nuit, est vraiment mauvais pour Israël. Tout le monde est d'accord pour le dire. Est-ce que, d'après vous, c'est un échec personnel pour le Premier ministre ? Ah, oui, il y a une dimension personnelle, effectivement. Vous avez bien fait d'insister sur le fait que c'était la grande affaire de Benjamin Netanyahou quasiment depuis, non pas tout à fait, mais en tout cas depuis plusieurs décennies pour Benjamin Netanyahou, empêcher l'Iran de devenir une puissance nucléaire, rentrer dans l'histoire de l'État d'Israël, même du peuple juif, comme étant le dirigeant qui aurait empêché le régime des Mollahs de se doter de l'arme ultime, alors que le régime des Mollahs déclare, c'est dans son ADN idéologique, qu'il est en faveur de la destruction de l'État d'Israël. C'est l'affaire de sa vie pour Benjamin Netanyahou. Et avec cet accord, on imagine mal comment cet objectif pourrait être atteint. Donc, il y a une dimension personnelle. En son fort intérieur, qu'est-ce que le Premier ministre est en train de se dire ? Parce que là, l'échec, il est patent. On peut effectivement parler de fiasco. Alors, est-ce que Benjamin Netanyahou est en train
d'accepter le fait qu'il a échoué. Et est-ce que Benjamin Netanyahou ne va-t-il pas en tirer les conséquences politiques? De plus en plus de gens, et davantage qu'il y a encore quelques jours, envisageraient que peut-être Benjamin Netanyahou ne se représentera pas aux prochaines élections. À mon avis, c'est peu probable. Ouais. Ça reste très peu probable, justement parce qu'il ne veut pas sortir sur un échec. Et que donc il va essayer avec d'autant plus de force de rester au pouvoir et de remporter les prochaines élections. Mais les sondages ne sont pas bons. Ouais. Donc comment Benjamin Netanyahou va se tirer de ce mauvais pas? Mais est-ce que justement il ne pourrait peut-être pas utiliser justement cet échec à son avantage en disant voilà que on a été d'une certaine façon trahi par les États-Unis et par Donald Trump et que c'est la seule personne aujourd'hui dans le monde politique israélien qui est capable quand même d'assurer la protection, la sécurité de l'État d'Israël grâce justement à son expérience. Est-ce qu'il c'est pas peut-être un argument que Benjamin Netanyahou risque d'avancer? Oui, et c'est probablement un argument qu'il va avancer, mais avec quelle crédibilité? Vous savez, il y a il y en a plusieurs, mais ces dernières années, il y a deux énormes fiascos dans la politique de défense d'Israël. Il y a le 7 octobre, qui était Premier ministre, Benjamin Netanyahou, et il y a cet accord entre les États-Unis et l'Iran, alors que Israël avait effectivement été parvenu, Benjamin Netanyahou lui-même, à convaincre Donald Trump de lancer cette attaque sur le régime des Mollahs. Mais c'est un fiasco, encore une fois. À l'heure où nous parlons, il peut se passer énormément de choses au Moyen-Orient. Ouais. Est-ce que les négociations vont échouer? Est-ce que, comme Trump le dit et le redit lui-même, si les négociations échouent, je donnerai à nouveau l'ordre de bombarder Israël, de bombarder l'Iran. Mais c'est crédible, cette menace du président américain. On sait, on a compris, et certains Israéliens, malheureusement, ne le découvrent que maintenant, que Donald Trump n'est pas un président sioniste. D'ailleurs, contrairement à son prédécesseur, qui était peu apprécié ici, mais Joe Biden était un véritable sioniste. C'est de cette manière qu'il se définissait lui-même. Ouais. Non, le seul allié j'allais dire le seul ami de Donald Trump, c'est son compte en banque. C'est une formule un petit peu à l'emporte-pièce. Mais tout de même, Donald Trump essaye d'avoir les meilleures relations possibles avec les pays qui ont de l'argent et qui en ont beaucoup. Ce sont les pays du Golfe au Moyen-Orient. Et les pays du Golfe au Moyen-Orient, qu'ils soient d'ailleurs proches d'Israël comme les Émirats ou très éloignés d'Israël comme le Qatar, ces pays-là, ne voulaient pas que la guerre avec l'Iran s'inscrive dans la durée. L'Arabie Saoudite peut-être moins, c'est autre chose. Ne voulaient pas que la guerre avec l'Iran s'inscrivent dans la durée parce que ça leur coûtait cher également, notamment concernant le tourisme, etc. Et les coûts du pétrole, c'est ce qui compte pour Donald Trump. Ouais. C'est pas l'intérêt sécuritaire d'Israël. Donc un scénario où Donald Trump redonnerait l'ordre aux avions de chasse américains de frapper l'Iran, c'est un scénario tout de même auquel... En quelque sorte, Donald Trump, qui était le principal, on va dire, ami, a surtout un avantage pour Benjamin Netanyahou, est devenu aujourd'hui presque un inconvénient, presque quelque chose qu'il voudrait ne pas avoir à fréquenter pratiquement. Et je vais vous donner une anecdote, Olivier. Dans les cartons du Likoud, il y avait des éléments de campagne, notamment des clips et des visuels qui montraient à quel point Donald Trump et Benjamin Netanyahou étaient proches et à quel point Benjamin Netanyahou pouvait convaincre Donald Trump d'agir en faveur de la sécurité d'Israël. Bien évidemment, ces éléments de campagne électorale ont été jetés à la poubelle. Alors, je voudrais, pour terminer, Dror, qu'on parle peut-être aussi un petit mot de l'opposition de Naftali Bennett et de Yair Lapid et des autres. Pour le moment, on a entendu un peu Yair Lapid, pas beaucoup Naftali Bennett. De quelle manière ils peuvent utiliser ce qui s'est passé à leur avantage? Oui, non, on a tout de même entendu les principaux leaders de l'opposition. Ils ont parlé de fiasco, ils ont parlé de déconvenues géopolitiques de grande ampleur. Alors c'est intéressant, vous avez cité Lapid et Bennett, mais celui qui a le vent en poupe aujourd'hui dans l'opposition, c'est ni Lapid ni Bennett qui chute dans les sondages, c'est Gadi Eisenkot. Gadi Eisenkot, contrairement aux deux politiciens que je viens de nommer, c'est un ancien chef d'état-major, c'est un général, c'est quelqu'un qui donc est censé connaître les questions sécuritaires et géopolitiques. C'est un atout de plus pour Eisenkot.
qui a le vent en poupe encore une fois dans les sondages. Donc oui, ce sera l'un des arguments de campagne de l'opposition à Benyamin Netanyahou. Alors Benyamin Netanyahou, c'est véritablement un communicant hors pair. On a vu comment il pouvait retourner des situations dans des campagnes électorales qui s'annonçaient difficiles pour lui. Mais celle-ci, c'est sans doute celle qui s'annonce la plus difficile en tout cas l'une des plus difficiles parce qu'il a déjà perdu le pouvoir de reprise. Ouais. L'une des plus difficiles pour Netanyahou, avec un bilan en matière sécuritaire, en matière de politique étrangère, qui est pas à 100% catastrophique, parce que l'armée israélienne a quand même marqué des points. Mais tout de même, en termes de géopolitique, Israël qui risque de perdre son allié le plus précieux. Est-ce qu'on peut envisager une seule seconde la sécurité israélienne, le financement de l'effort de défense israélien sans l'allié américain? On a l'habitude de dire que du côté des démocrates, c'était fini, parce qu'ils étaient devenus en grande partie très hostiles à Israël, surtout depuis la guerre dans la bande de Gaza. Mais là, on réalise qu'également du côté républicain, avec cette tendance à l'isolationnisme, avec un Trump qui, encore une fois, ne regarde que son compte en banque, et celui de ses amis et de ses proches, c'est pas gagné non plus. Donc c'est vertigineux. Quels seront les arguments de campagne dans ces conditions de Benyamin Netanyahou, qui s'est toujours présenté comme étant le monsieur sécurité? Voilà, en tout cas, l'opposition a un argument de plus, et il y en a d'autres, entre le problème des Haredim, l'entourage de Benyamin Netanyahou, en tout cas certains des conseillers payés par le Qatar, you name it, comme on dit en anglais. Il y a beaucoup de points, et ça va promettre une campagne électorale assez intéressante et assez houleuse, je suppose, mais bon, oui. En même temps, on a l'habitude. Dans le sens de la litote. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Dror, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualité. Bonne journée à vous. Bonne journée. Alors que les États-Unis ont conclu un accord considéré comme mauvais par une grande partie des commentateurs israéliens, la presse israélienne dresse ce matin un premier bilan de la guerre contre l'Iran. Et c'est Ron Ben Ishai dans le Yediot Ahronot qui reconnaît d'importants succès militaires. Selon lui, le programme nucléaire iranien a été retardé de plusieurs années et une grande partie des capacités de production des missiles a été détruite par Israël, et Israël conserve aussi, selon le journaliste, une supériorité aérienne significative au-dessus de l'Iran. Mais le journaliste estime que ces succès sur le terrain ont été largement affaiblis par l'accord conclu entre Washington et Téhéran. Toujours selon Ron Ben Ishai, Donald Trump a offert au régime iranien une victoire diplomatique et économique, un accord qui pourrait permettre à Téhéran de retrouver progressivement des ressources financières importante tout en limitant la liberté d'action d'Israël en Iran et au Liban. Et le Yediot Ahronot revient aussi ce matin sur ce qu'il considère comme le véritable moteur de l'accord entre Washington et Téhéran, la crainte d'une crise économique mondiale. Dans une analyse intitulée « Le président des marées et des reflux », le journaliste Nadav Eyal estime que Donald Trump a choisi d'accélérer la signature de l'accord avec l'Iran avant tout pour éviter une flambée des prix de l'énergie et un ralentissement économique majeur. L'éditorialiste rappelle que le président américain lui-même a évoqué le risque d'une catastrophe économique et d'une récession si la guerre se prolongeait. Le journaliste souligne donc que cette logique économique a pris le dessus sur les préoccupations sécuritaires israéliennes. Et beaucoup de commentateurs s'inquiètent aussi des conséquences de l'accord entre Washington et Téhéran sur le front libanais. C'est le cas d'Amichai Attali dans le Yediot Ahronot qui estime que l'enjeu principal pour Israël est désormais de préserver sa liberté d'action face au Hezbollah. Selon lui, Tsahal ne doit pas seulement réagir à une attaque imminente, mais empêcher toute tentative de réarmement ou de reconstruction des infrastructures militaires du mouvement chiite. Le journaliste rappelle que les plans d'invasion du nord d'Israël par la force Radwan existaient bien avant le 7 octobre et affirme qu'Israël ne peut pas se permettre de répéter les erreurs du passé. Son message est donc clair. Israël ne doit en aucun cas accepter la reconstruction des capacités militaires du Hezbollah au Liban sous peine de préparer les conditions d'un prochain conflit. Puis une analyse aussi qui va à l'encontre du pessimisme général qui prévoit dans la presse de ce matin celle d'un général de réserve. C'est
c'est celle du général de réserve Gershon Cohen dans le Israel Hayom, qui appelle justement dans les colonnes de ce quotidien à relativiser le pessimisme qui domine depuis la signature du mémorandum entre Washington et Téhéran. Contrairement à de nombreux analystes, il estime qu'il est encore prématuré de parler d'échec stratégique. Selon lui, les guerres ne se déroulent jamais exactement comme prévu, et Gershon Cohen estime également que l'attitude de Donald Trump ne devrait pas surprendre. Selon lui, Israël et les États-Unis restent des alliés, mais leurs intérêts ne sont pas toujours identiques. On compare cette relation à celle de deux voyageurs qui empruntent un temps la même route avant de choisir des directions différentes. Politique à présent avec les sondages du vendredi. Gadi Eisenkot poursuit sa progression et dépasse pour la première fois Naftali Bennett en nombre de sièges. Selon un sondage de la chaîne 12, le nouveau parti d'Eisenkot obtiendrait 21 mandats contre 19 pour l'alliance Bennett-Lapid. Le Likoud reste pour sa part stable avec 22 sièges et demeure la première formation politique du pays. Autre enseignement, Gadi Eisenkot devance une nouvelle fois Benjamin Netanyahou sur la question de l'aptitude à diriger le pays avec 39% d'opinion favorable contre 35% pour le Premier ministre israélien. Enfin, le sondage révèle une profonde méfiance des Israéliens envers Donald Trump. Après la publication du mémorandum d'entente avec l'Iran, 71% des personnes interrogées déclarent ne pas faire confiance au président américain pour défendre les intérêts d'Israël dans les négociations avec Téhéran. Et pour certains commentateurs politiques, Benjamin Netanyahou traverse sa semaine la plus difficile sur le plan politique depuis le 7 octobre. C'est Daphna Liel de la chaîne 12 qui nous en parle. L'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran a considérablement affaibli le Premier ministre israélien, a-t-elle déclaré hier sur la chaîne 12. L'analyste note également que l'opposition peine à profiter de cette situation. Malgré la progression de Gadi Eisenkot dans les sondages, la rivalité avec Naftali Bennett complique l'émergence d'une alternative claire au pouvoir. Puis les journaux rendent aussi ce matin hommage au réserviste Alexander Filin, tué cette semaine dans l'explosion d'un engin piégé au sud-Liban. Originaire d'Ukraine, il était arrivé en Israël il y a 14 ans dans le cadre du programme Naale. Engagé dans l'armée, il avait reçu en 2018 le titre de soldat d'excellence du président de l'État après avoir neutralisé un terroriste qui tentait de commettre un attentat au couteau près de Shrem. Mais ce qui marque surtout ses proches, c'est son humilité. Malgré cet acte héroïque, Alexander Filin n'avait jamais cherché à se mettre en avant. C'était un héros qui ne parlait jamais de ses exploits, témoignent ses amis dans plusieurs quotidiens. Âgé de 29 ans, il laisse derrière lui son épouse Dasha et une petite fille, Émilie, âgée de 2 ans. Et pour terminer cette revue de la presse israélienne, un témoignage bouleversant, celui d'un ancien otage qui a révélé avoir subi des agressions sexuelles durant sa captivité à Gaza. Lors d'un entretien avec Michal Herzog, l'épouse du président de l'État, Guy Gilboa Dalal, a raconté que l'un de ses geôliers l'avait menacé avec un couteau tout en lui ordonnant de ne jamais parler des violences subies. C'est ce qu'il a rapporté et c'est ce que rapporte en tout cas la chaîne E24 News. Guy Gilboa Dalal explique avoir décidé de briser le silence pour aider d'autres victimes à témoigner à leur tour. Il affirme vouloir utiliser sa voix pour soutenir les personnes qui ont subi des agressions sexuelles et leur rappeler qu'elles ne sont pas seules. C'est désormais la mission de ma vie, a déclaré l'ancien otage. Shabbat Shalom depuis Jérusalem. Dans 2 semaines, des milliers d'athlètes juifs venus du monde entier débarquent en Israël pour participer aux Maccabiades, les Jeux olympiques juifs. Mais ce qui se joue dans cette compétition de sport, c'est plus que du sport. C'est à mon sens une décision hautement romanesque, une décision digne d'un certain Spider-Man. L'idée des Maccabiades naît en 1912 dans la tête de Yosef Yekutieli, un adolescent de 15 ans, originaire de Russie et installé en Palestine mandataire. Il imagine des Jeux mondiaux pour les athlètes juifs et passe les 10 années suivantes à traduire cette idée en projet concret. En 1928, Yekutieli présente sa proposition au Fonds national juif.
en espérant que les Jeux soient organisés pour le 1800e anniversaire de la rébellion de Bar Korba, la révolte juive contre les Romains. Reste alors à obtenir la participation des communautés juives du monde. 2 délégations quittent Tel Aviv pour promouvoir les futurs Jeux. L'une rejoint Anvers à vélo en 1930, l'autre Londres l'année suivante. La première Maccabia se tient finalement du 28 mars au 6 avril 1932 et l'événement rencontre un succès qui assure sa pérennité. Modeste en apparence, ce geste est révolutionnaire et fait écho à celui du personnage de Miles Morales dans Spider-Man. Alors si vous ne connaissez pas, je vous recommande chaudement la saga Spider-Verse et pas seulement pour la qualité du travail d'animation. En gros, Miles est un adolescent de Brooklyn qui devient Spider-Man à travers le parcours initiatique classique qui comprend l'épreuve du deuil et de grandes responsabilités. Il découvre que chaque univers présente en fait son Spider-Man, contraint lui aussi de faire face à une épreuve clé. On a donc des variantes de Spider-Man qui parfois est une femme, un jeune indien, un cartoon, et bien sûr des variantes de cette épreuve qui demeure inévitable. C'est dans le second volume que Miles prend conscience de ça, c'est-à-dire du poids du canon, de la suite d'événements que chaque version de Spider-Man est appelée à vivre. La tragédie n'est pas un accident, elle est structurelle, nécessaire. C'est elle qui forge le héros. Et quelqu'un qui ne se plierait pas au canon déstabiliserait non seulement sa propre histoire, mais aussi l'ordre du monde. Miles le refuse, et le film s'arrête sur cette prise de décision inédite. Maintenant, des gens qui, à chaque génération, éprouvent un drame, comme si c'était un fait structurel, moi, personnellement, ça me fait légèrement penser à l'histoire juive. Or, pour un juif, l'ordre du monde s'est apparenté à une suite de difficultés toujours assez similaires. Passer d'un pays à l'autre, fuir les persécutions, baisser la tête, bref, toujours un peu la même salade. Et puis tout à coup, pour reprendre les mots de Miles Morales, on fait notre truc. Coup de théâtre, les juifs se ressaisissent de leur histoire. Et les Maccabiades constituent une étape forte de ce renversement, une rupture radicale avec ce qu'était leur vie jusque-là. Parce qu'organiser ces jeux, c'était célébrer la santé et la force de vie du peuple juif. Comme Miles, qui refuse ce qui doit être sous prétexte que ça a toujours été comme ça, le peuple juif fait son truc, lui aussi. Truc dont la version définitive sera Israël, mais qui s'incarne déjà dans les premières Maccabiades organisées au XXe siècle. Le dernier film de la saga Spider-Verse sort dans 1 an exactement. On attend de voir ce que génère l'émancipation de Miles, mais on peut s'attendre à ce que ce geste ouvre un horizon d'immensité, du niveau des Maccabiades au moins. Et nous allons à présent parler de la Parashat Hashavua, Parashat Chukat. Et pour en parler, nous sommes très heureux de recevoir David Saada. David, bonjour, merci d'être avec nous ce matin pour parler d'un des sujets, en tout cas, de cette paracha. Et un sujet, on essaye toujours de faire avec vous un petit rapport avec l'actualité, même un grand rapport avec l'actualité. Et là, on va se rendre compte que un sujet qui est très important et qui nous concerne plus particulièrement, nous qui habitons en Israël, est déjà évoqué dans cette paracha il y a déjà quelques milliers d'années. Alors effectivement, ce rapprochement va certainement surprendre, mais je vais l'expliquer. Vous allez voir, c'est assez, je dirais, c'est assez édifiant. La question brûlante aujourd'hui, évidemment, c'est l'accord avec l'Iran, mais il y a une autre question qui est présente, qui depuis quelques années, et qui fait partie de notre actualité au quotidien, aussi bien en Israël que pour les communautés de la diaspora, c'est l'antisionisme, dont on a l'habitude de dire, et c'est vrai, que c'est la nouvelle forme d'antisémitisme. Mais une fois qu'on a dit ça, on ne va pas très loin. Parce que l'antisionisme, finalement, on le limite à une opposition politique, à un mouvement qui s'est produit à partir du 19e siècle en Europe, etc. Mais en réalité, tout ça a des racines qui sont très très profondes dans l'histoire. Mais il faut bien comprendre que l'antisionisme, si on le décortique et si on le réduit à quelque chose de finalement très simple, c'est la volonté des nations d'empêcher le peuple d'Israël de se rétablir, de revenir sur sa terre. Je répète, l'antisionisme, c'est ça. C'est d'empêcher le peuple d'Israël de revenir sur sa terre. Et il y a 3000 ans,
la situation était très proche de ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a 3000 ans. Ouais. Dans le désert du Sinaï, après avoir passé 40 ans, les enfants d'Israël veulent entrer sur la terre de Canaan. Mais pour cela, ils doivent passer par un certain nombre de pays qui entourent Eretz Israël. Le passage du sud est bloqué. C'est Amalek, l'ennemi juré. Donc, on va éviter. Mais on va essayer de passer par un peu plus en remontant vers le nord, par Édom, le pays d'Édom, donc le royaume du peuple qui descend de Esav, le frère de Jacob. Et dans notre paracha, donc Édom s'oppose absolument à laisser passer les bénis Israël vers Canaan. Mais il n'est pas le seul. On va voir dans la paracha suivante l'opposition de Moab. On va voir que d'autres royaumes environnants, comme le royaume de Bashan, comme le royaume des Émorites, qui vont s'opposer, qui vont faire barrage au retour des enfants d'Israël sur leur terre. Et l'analogie est encore plus frappante quand on fait la comparaison. Mais aujourd'hui, le monde entier sait très bien que la terre d'Israël, c'est la terre du peuple d'Israël. C'est consigné par l'histoire, c'est consigné dans la Torah, c'est consigné dans la Bible, qui a été adoptée par les chrétiens, dont une partie des enseignements et des récits historiques est dans le Coran. Ces peuples-là, il y a 3000 ans, savaient parfaitement que le peuple d'Israël devait revenir. Ils savaient. Ils connaissaient l'histoire aussi à l'époque. Ils savaient très bien quelle promesse avait été faite à Abraham, et ils savaient très bien que l'exil de l'Égypte était un exil provisoire. Et donc, malgré ça, il y avait une opposition. Donc, ce refus des nations qui existe aujourd'hui de manière assez frappante et étonnante, s'est produit il y a 3000 ans. Malgré tout, le peuple d'Israël a pu rentrer. C'est difficile, ça a été extrêmement difficile. Et on peut dire qu'aujourd'hui aussi, c'est très difficile. Ouais. Je dirais le rétablissement des Juifs sur leur terre est extrêmement difficile. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est quelque part un peu dans l'ADN, peut-être en quelque sorte, des nations de ne pas voir Israël retourner ou arriver, pour le cas des Bnei Israël, sur leur terre? Écoutez, on peut le dire. On peut dire qu'il y a effectivement une volonté, peut-être même inconsciente des nations. C'était vrai il y a 3000 ans, c'est encore vrai aujourd'hui, de voir le peuple d'Israël s'installer sur sa terre. Pourquoi ? Parce que le peuple d'Israël a une mission à réaliser sur la terre d'Israël, une mission qu'il ne peut pas réaliser ailleurs que sur la terre d'Israël. Cette mission-là, c'est effectivement de construire une société capable d'accueillir la présence divine, et cette société doit rayonner et faire rayonner la présence divine dans le monde. C'est ça, le but de l'installation du peuple d'Israël sur la terre d'Israël. Et consciemment, ou la plupart du temps inconsciemment, les nations s'y opposent. Ouais. Un peu ce que disait Herbert Pagani dans sa chanson, que, encore une fois, Israël dérange quelque part, et c'est un peu le but, justement, de ne pas voir ce retour, pour justement que Israël ne fasse pas sa mission et ne dérange pas le monde dans son déroulement. Donc, c'est un peu la leçon de cette parachat Chukat que... Voilà, si vous me permettez, je voudrais juste ajouter quelque chose. Oui. C'est une note d'espoir, optimiste. Oui. Les Bnei Israël se sont installés sur leur terre. Pendant 1000 ans, ils ont vécu, produit beaucoup d'enseignements à travers les prophètes et à travers le vécu historique. Tout ça a été enseigné dans la Torah, dans la Bible. Ces 1000 ans-là ont rayonné finalement et ont eu un impact sur toute l'histoire de l'humanité, à travers les religions chrétiennes, musulmanes, etc. Et donc le peuple d'Israël a joué son rôle. Il y a eu 2000 ans d'exil, nous revenons après 2000 ans d'exil,
et nous avons encore notre rôle à jouer, et comme il y a 3000 ans, nous le jouerons. Très bien. Sur cette conclusion optimiste que nous allons terminer. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour parler de la parashat Chukat. Merci beaucoup et Shabbat Shalom. Merci à vous, Shabbat Shalom.